Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Si vous nous rejoignez sur Diamant TV, vous êtes dans votre émission Les Échos du moment qui a sa juste valeur de vous relater l'actualité nationale comme internationale. Chaque jeudi à partir de 20h, 21h, ça ne sera pas moi seul. Je vais en parler avec notre invité. Massima Stéphane, vous êtes Gabonais, vous êtes journaliste, vous êtes en formation journalisme et communication. Bienvenue dans le débat. Merci, c'était un plaisir déjà, M. Chekti, de me recevoir sur votre magnifique plateau. C'est très important. Vous aussi, chers internautes et téléspectateurs, vous pouvez faire votre contribution à travers cette éminente émission. Vous pouvez faire votre participation pour participer au débat et de dire de ce que vous pensez de ce débat que nous allons aborder. Mais vite, on va aborder sur l'intégration de la communauté gabonaise au Sénégal. Comme tout au début, comme toute personne, comme tout étranger qui, dans sa première fois, vit dans un pays, comment était le début de votre intégration ici au Sénégal? Alors, merci déjà pour la question, M. Chekti. Alors, pour ma part, l'intégration n'était pas facile parce que lorsque je suis arrivé à Dakar, laissez-moi vous dire que j'ai subi un choc terrible parce qu'à une semaine de mon arrivée à Dakar, je me suis fait cambrioler. Eh bien oui, malheureusement, quand je suis arrivé à Dakar, vous savez, ma passion pour le journalisme, donc j'avais certains appareils que j'avais, on va dire, achetés pour ouvrir on va dire quoi, une plateforme pour aider la jeunesse. Mais je crois à une semaine voilà de mon arrivée à Dakar, je me suis volé ces appareils. Donc après voilà, je me suis dit c'est peut-être les choses de la vie voilà et que je dois faire avec ça. Mais c'est malheureux de venir tout à fait et de subir une agression aussi. Ça c'est voilà, bon ça c'est dans tous les pays du monde hein. Voilà, le Sénégal n'est pas épargné voilà, donc ces délinquants ou encore ces voyous sont partout dans le monde malheureusement. Et là, je tiens même à attirer l'attention de nos autorités, surtout les forces armées, de veiller véritablement à ça parce que ça devient de plus en plus quelque chose de très énervant. Voilà. Et je pense qu'au début, du fait que vous venez et on te fait une agression, tu disais que je suis tombé dans un pays où on fait du n'importe quoi. Bon, je n'ai pas eu forcément cette pensée, monsieur Cheikh, en toute honnêteté, je n'ai pas eu cette pensée parce que je me suis dit que dans les pays surtout africains, c'est existant, ça existe. Peut-être que je suis tombé au mauvais moment, voilà. Mais moi, c'était par hasard. Voilà, c'était par hasard. Mais je me suis dit peut-être que voilà, et ce sont les choses qui vont me forger peut-être pour l'avenir. Mais je me suis pas dit que voilà, c'est parce que je suis venu au Sénégal que voilà, avoir ce genre de choses. Non, moi je pense que c'est dans la majorité des pays africains. C'est d'une manière générale. Voilà, c'est de manière générale, voilà. Ok, forcément, avant d'aborder l'actualité, forcément, vous entendez parler du pays de la Teranga lorsque vous étiez au Gabon. Oui. Est-ce qu'une fois arrivé au Sénégal, vous avez fait le même constat? Ah oui. Le pays de la Teranga là-bas, il faut rappeler que le Sénégal c'était un pays vraiment on va dire social, apaisé, qui accueille les étrangers en toute honnêteté, les Sénégalais même au Gabon. Et d'ailleurs au Gabon il y a une forte communauté sénégalaise au Gabon que nous vivons en parfaite harmonie. Donc c'est la Teranga aussi se manifeste là-bas par les très bien voilà. Et ces comportements se manifestent par ces personnes au Gabon. Donc tout naturellement quand je suis arrivé au Sénégal, je me suis senti chez moi, tranquille, à l'aise. Vraiment, véritablement. Ok, vous en avez des amis, des accompagnants et consorts? Ah oui, j'ai des amis sénégalais. Et d'ailleurs même, pour la petite histoire, mon voisin était un Sénégalais. Ah oui. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé au Sénégal, c'est lui qui m'a indiqué, on va dire, sa famille, il m'a demandé d'aller chez sa famille. Bon, pour des raisons un peu plus on va dire quoi, privées, je n'ai pas voulu y aller là-bas. Mais comme pour dire que on vit en parfaite harmonie entre le Sénégal et le Gabon, ces deux pays frères qui partagent l'amour, qui partagent la symbiose. Et j'invite d'autres pays africains à le faire. Parce que c'est cela. La Teranga, c'est, on va dire quoi, c'est l'harmonie, c'est la joie de vivre en réalité, c'est ça. Effectivement. Est-ce que forcément aussi, de ce qu'on dit, comment dirais-je, de votre intégration ici, est-ce que vous sentez souvent si vous passez-moi l'expression, c'est-à-dire du racisme. Du racisme. Ou pas?
Vous sentez ça? Non, pour ma part, je ne vais pas parler pour tout le monde. Je vais parler de moi. Depuis que je suis arrivé au Sénégal, je n'ai pas senti du racisme. Au contraire, je vous dis qu'au Sénégal, les gens sont accueillants. Hein, ils sont accueillants, ils sont gentils. Bon? Oui. Bon, je parle pour ma part. Après, c'est pas forcément le ressenti de tous les Gamonais. Voilà, ça n'engage que moi. Je parle pour moi. Quand je suis arrivé au Sénégal, les Sénégalais m'ont pris comme leurs frères, comme leurs petits frères pour les aînés. Je me suis, on va dire, familiarisé avec ce public, on va dire, cette population sénégalaise. Donc, pour ma part, moi, je n'ai pas ressenti voilà, cette discrimination entre étrangers. Non, au Sénégal, tout le monde vit au même point d'égalité. Est-ce que vous avez senti, y a-t-il une différence climatique entre le Sénégal et le Gabon? Bon, en matière climatique, il faut dire que le Sénégal, il ne pleut pas beaucoup. Malheureusement, au Gabon, nous, il pleut... Ça fait des gouttes de trop là-bas. Ah ouais, c'est 9 mois sur 12. Hein. Voilà, donc, lorsqu'on arrive, c'est vrai que les premiers jours sont quand même aussi un peu difficiles avec le soleil, etc. Mais on finit par s'habituer parce qu'en réalité, c'est pas le climat, il n'y a pas une grande différence. Hein. Il n'y a pas une grande différence. Donc voilà, on s'adapte. Voilà, et tout va comme... ok, ça a été le début de votre plateau, mais rapidement, on va franchir l'actualité nationale comme internationale. D'accord. Tel est le libellé de cette émission, mais aussi, on va parler de ce que vous sentez, de ce que vous voyez, de votre avis aussi, de toute l'actualité que nous allons évoquer. D'abord, on va parler du journalisme en Afrique d'une manière générale, ici et par ailleurs. C'est-à-dire, ici au Sénégal, un journaliste du nom de Pape Ndiaye, dit média Walfadjri, a été interpellé par la justice en disant qu'il a fait un lapsus en voulant dire 17 procureurs substituts au parquet. Il a dit 19 procureurs substituts au parquet. Lui a pené un mandat de dépôt. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que journaliste, ces arrestations massives des professionnels du métier? Alors, tout d'abord, je vais dire, je suis déçu, voire peiné, que les journalistes sont enfermés, sont méprisés, sont rejetés. Et pour parler du journaliste sénégalais qui a été arrêté, alors je ne vais pas forcément rentrer dans le fond du problème parce que je ne connais pas ça. Il y a des zones d'ombre. Voilà, il y a des zones d'ombre à l'intérieur. Mais moi, ce que je dis, c'est de laisser le journaliste autant pour moi de faire son métier. D'ailleurs, vous avez évoqué un fait majeur parce qu'il n'y a pas qu'au Sénégal et même au Cameroun, pour la petite histoire, le journaliste Martinez Zogo qui a été tué. Et ça, je dis, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Malheureusement, pour les politiques, pensent que les journalistes font de la politique. Attention, le journaliste ne fait pas de la politique, bien qu'il fait les contenus sportifs, les contenus politiques autant pour moi, mais il n'est pas politicien. Il est la voix des sans-voix. Il ne fait que relater les faits qui se passent dans la société. Mais est-ce que c'est ça exactement aux yeux des lecteurs, aux yeux des téléspectateurs aussi? Bon, pas entre nous journalistes, nous pouvons savoir que c'est ça exactement. Mais aux yeux des lambda aussi, est-ce que c'est ça exactement? Bon, pour les yeux, bon, là maintenant, c'est toute une question aussi, hein. Aux yeux de nous, les communicants, sinon on dit les journalistes, c'est cela. Après, maintenant, chez les populations, mais je pense de toutes les manières, la population s'adapte à ce qu'ils écoutent. Voilà, donc je pense que c'est un fait un peu majeur en Afrique où les journalistes ne sont pas emmenés à faire le travail convenablement. Après, l'acte que le journaliste a posé, je ne sais pas si ça a viré ou pas, ou je ne sais pas, et qu'il a peut-être... et on l'a indexé de divulgation de fausses nouvelles. Bon, voilà, bon, après, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais bon, je parle d'une manière générale en Afrique que les journalistes sont méprisés, sont piétinés. Voilà, pour renchérir sur vos propos au début de l'émission, aujourd'hui les journalistes sont la voix des sans-voix. On doit laisser les journalistes faire le travail convenablement. Après aussi, du côté du journaliste, la liberté d'expression ne signifie pas tout dire, malheureusement. Il faut qu'on puisse aussi dissocier ça. On est journaliste, il faut qu'on rapporte les faits tels qu'il est.
Ok. C'est celui-là. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas des journalistes qui se cassent au-dessus de liberté d'expression pour faire ce qu'ils veulent aussi? Ah ben oui, mais c'est pour je parle que la liberté d'expression ne veut pas dire... Ne veut pas outrance. Voilà. Si tu as un problème avec telle personne, c'est pas à la télévision ou encore durant un contenu que tu vas l'exprimer. Attention, le journalisme, c'est donner l'information telle qu'il est. Si tu as un problème avec un individu, ben vous le réglez hors antenne, vous le réglez dans les coulisses. C'est pas la peine de venir l'exporter sur les médias. Malheureusement, je condamne ça avec la dernière énergie. Donc moi, je suis pas pour les journalistes qui disent n'importe quoi. Okay. Voilà, il faut dire ce qui est vrai et ce qui est avéré. Ok, de se focaliser sur les faits. Très bien, c'est ça. Ok, exactement. Dans le même média, à Walfadjri, Oui. parce qu'il est conçu comme la télévision qui est aux voix du peuple. La voix des sans-voix. La voix des sans-voix, comme nous le dit notre Moussegui, être la voix des sans-voix. Comment on le perçoit, c'est pas ça exactement. Parce que, comme je te le dis tout à l'heure, il y a des gens qui sont des journalistes, mais qui prennent ça vraiment comme arme pour faire la guerre entre ennemis. Et c'est pas ça. Mais effectivement, lors des manifestations là-bas à Touba, bien reculé, Walfadjri avait divisé la manifestation des opposants, c'est-à-dire du PASTEF, la coalition opposante du pouvoir, mais on a coupé leurs signaux. Dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'incompréhension de ligne éditoriale? Parce que souvent, quand ils soutiennent l'opposition en tant que journaliste ou en tant que média, on dit que tu fais partie de l'opposition. Est-ce que c'est exactement ça? Bon, que tu sois de l'opposition, en tant que, je sais pas, que tu sois de l'opposition ou de la majorité, en tant que journaliste, tu dois être très neutre dans tout ceci. C'est pourquoi j'ai parlé en réalité que le journaliste n'est pas politique. Il fait peut-être, on va dire, il est dans le contexte de la politique parce qu'il doit relater les faits qui se passent aux populations, mais il ne fait pas de la politique. C'est cela. Donc, que tu sois, on va dire, d'un média, on va dire quoi, privé ou d'un média de l'État, il y a les règles et la déontologie du journalisme que tu dois respecter. Si on ne le respecte pas, écoutez, ne faites pas du journalisme. Voilà, c'est clair. C'est très important. Au-delà de Pape Ndiaye, au-delà du Sénégal, mais sous votre pays, le Gabon, deux journalistes ont été arrêtés en 2016 en disant que ont été arrêtés pour outrage, en disant qu'ils étaient vraiment satiriques à l'égard de votre président Ali Bongo. En se basant sur ces faits, est-ce que si vous pouvez nous faire un parallélisme entre le journalisme au Sénégal et au pays, c'est-à-dire au Congo, est-ce qu'il y a peu de nuances ou en toute honnêteté, les règles et la déontologie du journalisme restent pareilles. Que tu sois en France, que tu sois au Gabon, que tu sois au Sénégal, que tu sois au Cameroun, au Congo, les règles du journalisme restent pareilles. Maintenant, en ce qui concerne la liberté d'expression, moi je pense que le Sénégal est un peu plus en avant que le Gabon. Comment exactement le Sénégal est plus en avant? En réalité, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. D'après votre perception personnelle. Le journaliste au Gabon, on va dire quoi? Je peux dire est sous l'emprise d'un système. D'un système que je pense, on va dire, contrôle un peu tout. Voilà, qui ne laisse pas forcément la liberté aux journalistes de faire leur travail convenablement. D'où, pour la petite exemple, un grand frère que j'aime très bien, Freddy Koulaboussavou, d'ailleurs, que je salue, qui est l'aîné, qui était un dévancier dans le journalisme, avait dénoncé un fait, soi-disant que les footballeuses gabonaises ont été abusées en France. Bon, après, je ne sais pas si en réalité, si ces propos étaient avérés, mais je pense qu'avec les témoignages qu'il avait donnés, ça montrait à suffisance que cela était vrai. Mais la haute autorité de la communication du Gabon avait sanctionné ce dernier sévèrement. Effectivement. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il est bien vrai que le journaliste doit, on va dire quoi, donner des faits véritables, mais aussi de donner le journaliste le libre arbitre de pouvoir
dire ce qu'ils pensent sur certains faits de la société. Effectivement, voilà. C'est très important. Actuellement, il y a une organisation, what we call African Press Organization. Est-ce que leur poste est là, en ce moment-là, d'être à la tête de tout corps du journalisme? Est-ce que, d'après ce qui se passe maintenant en Afrique d'une manière particulière, est-ce que ça ne décrédibilise pas leur position, c'est-à-dire le fait d'être à la tête d'un mouvement des journalistes, et que ça n'empêche pas qu'il y a des débordements à tout moment? Bon, par rapport à cette question, il faut dire que cette organisation, en réalité, devait, on va dire, régler ce genre de phénomènes, hein. Les problèmes de, on va dire quoi, des marginalisations des journalistes, les emprisonnements. En réalité, cet organe devait être là pour veiller à cela. Mais malheureusement, on voit encore les journalistes piétinés, marginalisés, emprisonnés, tués même. Voilà, pour aller très loin. Effectivement. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, anguille sous roche dans cette organisation? Est-ce que cette organisation ne doit pas revoir leur manière de fonctionner, ne doit pas revoir leur manière de pouvoir partager peut-être leur vision, peut-être, hein. Parce que si aujourd'hui les journalistes sont encore marginalisés, sont encore mis en prison pour peut-être des faits qui s'avéraient vrais et qui sont mis en prison, c'est qu'en réalité l'organisme ne joue pas véritablement ce rôle. Et d'ailleurs, ils doivent s'élever pour ce genre de causes. Dans ce cas, et comment doit-on procéder, c'est-à-dire les gouvernants africains, comment ils doivent faire un regard vis-à-vis, c'est-à-dire vis-à-vis des journalistes, mais aussi les journalistes, comment ils doivent procéder pour qu'on ait une parfaite entente de la liberté de presse? Bon, Je peux te revenir la question? Ok, allez-y. Je disais que comment les gouvernants africains doivent avoir un regard vis-à-vis aux journalistes, et aussi les journalistes, comment ils doivent procéder pour qu'on ait une médiation ou une liberté de la presse sans équivoque et sans faille. Alors, il faut comprendre, il faut faire comprendre à nos chefs d'État, c'est que le journalisme, c'est un métier. Et qu'on doit laisser le libre arbitre, on doit laisser le journaliste faire son travail convenablement. On doit laisser le journaliste faire son travail convenablement. Pourquoi? Parce que le journaliste est la voix des sans votants pour moi. Donc, il faut absolument laisser le journaliste faire son travail convenablement. Mais souvent, on voit, récemment ici au Sénégal, comme ailleurs aussi, des journalistes qui débutent leur profession, mais une fois qui se terminent à être des politiciens dans l'avenir. Est-ce que ce n'est pas ça qui gare aussi le métier? Bon, je pense pas que... après, ça dépend. Hein. Il en fait des armes aussi. Ouais, ça peut faire des armes, ça peut aussi faire on va dire quoi, on va dire quoi, des conséquences. Voilà. Mais pour ma part, pour les écoles, pendant les écoles, eux, ils ne font que faire leur travail. Après, lorsqu'au sorti de là, ça dépendra de la personne. Ça dépendra de la personne, comment ils pratiquent cela. Voilà. On va procéder à l'actualité purement internationale. C'est-à-dire, il y avait le président Emmanuel Macron avait lancé un discours de 30 minutes en disant qu'il veut faire un nouveau partenariat entre l'Afrique et la France. Quel commentaire pouvez-vous nous faire sur ce fait? Alors, le partenariat entre la France et l'Afrique, ça dure longtemps. Et pour ma part, ce sont les mêmes discours qui seraient dits et qui se répètent. Depuis à l'époque de Sarkozy, c'est les mêmes discours. Les partenariats gagnant-gagnant, les partenariats, on va dire, égal, tout ceci, c'est déjà dit. Alors, c'est que l'on observe, c'est que pour on va dire, le partenariat entre la France et l'Afrique, en réalité, ce sont les pays africains qui n'en bénéficient pas. Il faut dire tel qu'il est, les mots tels qu'ils sont en réalité. Voilà, depuis l'indépendance. C'est des espèces de bonbons qu'ils nous donnent à tout moment, quoi. Voilà, c'est des espèces de mots qui veulent venir, on va dire, excusez-moi le terme, bluffer aux Africains. Mais en réalité, c'est pas ce qui se passe dans le fond. La France et l'Afrique, ça ne dure pas d'aujourd'hui. Ces mêmes mots qui ont été dits par Macron, ça a été dit, on va dire, 5 ans. Vous pensez que Macron ne sera pas du tout fidèle à ses propos? Je ne pense pas. D'après certains analystes politiques?
Je pense que Macron ne fait que venir continuer ce qui est déjà fait. La France-Afrique, c'est pas d'aujourd'hui. Si on voulait changer l'Afrique, ça devait se faire depuis. Je vais être dur dans mes propos. La France protège ses intérêts en Afrique. Il faut dire les vérités. Et l'Afrique porte ses intérêts où exactement? Mais l'Afrique. Mais est-ce que c'est pas un donnant-donnant? C'est un échange mais où la France est gagnante. Malheureusement. Vous pensez? Mais attends, mais quand vous regardez les recherches, on va dire de l'Afrique, les principaux personnes qui exploitent ces richesses, c'est qui? Ce sont les Français. Et les Français qui en gagnent en majorité plus que les Africains. Est-ce que si on était les meilleurs perdants, est-ce que les leaders accepteraient ça? Mais les leaders africains, malheureusement, ne pensent qu'à leur poche, M. Chekti. Mais les leaders sont élus par leur peuple aussi. La voix du leader, c'est la voix du peuple. Effectivement. Il est vrai que la voix des commandes du peuple, oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces présidents africains, on ne sait pas si ils sont marginalisés par les beaux discours, par des Occidentaux. C'est des habillages. Voilà. Okay. Mais c'est ce qui se voit, parce qu'en réalité, on ne voit pas un véritable changement. Mais forcément, est-ce qu'il pourrait avoir, il pouvait avoir un partage équitable et convaincant? Mais si vous savez bien Emmanuel Macron, de la façon dont il a fait ses beaux discours. Mais c'est ce que l'on veut, c'est ce qui est préférable. On a des échanges gagnants-gagnants, où la France et l'Afrique gagnent. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Et donc, on va pas encore revenir sur les mêmes choses qui se passent déjà. Vous savez, j'ai pour habitude de dire que si tu as eu une mauvaise éducation, c'est pas demain que tu vas le changer. C'est très difficile. Là. Ça sera difficile. Voilà, ça serait très difficile. La France a été là depuis, surtout pour les pays, on va dire, qui ont été colonisés par les Français. Mais il n'a qu'à voir comment ils sont. Pour parler de l'Afrique centrale. On va parler à travers cette colonisation même. Comment comprenez-vous la visite d'Emmanuel Macron sur certains pays qui n'étaient du tout pas colonisés par la France, notamment comme le Congo et l'Angola? Quel avantage pourrait-il avoir dans ces pays? Parce qu'ils n'étaient pas du tout colonisés par la France. Bon, ils n'étaient pas colonisés par la France. Après, bon, lors de la colonisation, il faut rappeler que les pays africains, on va dire quoi, il y a un mot qui m'échappe là, je ne sais pas comment je veux décrire celui-là, mais les pays qui n'étaient pas colonisés par la France, les premiers colonisateurs, malheureusement, sont partis, on va dire, précipitamment. Mais la France, lorsqu'ils sont venus dans ces pays, on parle du Congo, sont implantés, on va dire quoi, ce sont les colonisateurs qui ont plus duré dans ces pays. C'est pourquoi on observe que ces pays ne sont pas en voie de développement. Voilà, tout simplement. Sont pillés par la France. Voilà. Effectivement, c'est important. Qu'en pensez-vous de l'estation, c'est-à-dire de la positionnement de la France dans la guerre en Ukraine? Est-ce la bonne? La position entre la France et en Ukraine. L'intégration de la France dans la guerre en Ukraine. Bon. Leur positionnement. Mais leur position, il faut savoir que leur position... C'est une position battante? Battante, je ne vais pas dire battante, mais je peux dire un peu hypocrite. Parce qu'en réalité, les Français... Comment hypocrite? Avec tout le travail que les Français ont fait. Mais vous savez que la France et l'Ukraine, en réalité, c'est deux pays qui, en réalité, ne collaborent pas. La France sont des ennemis à longue date. Mais évidemment, parce que quand on regarde la France est avec l'Angleterre, les États-Unis. Et quand on regarde, on va dire, je vais dire ça, on va dire, voilà, je vais pas dire bagarre, mais je vais dire, on dit quoi, les conflits. Mais en réalité, voilà, c'est ces deux puissances qui se battent. Même parce que la France que vous indexez d'hypocrisie, mais au moins, même si elle est hypocrite, c'est grâce à la France que l'Ukraine n'est pas allée en faillite. Est-ce que vous pouvez assumer ça?
Bon, après, il y a forcément des, on va dire quoi, des choses qui, on va dire, que nous, on ne peut pas forcément voir. Hein. C'est ce que j'appelle le secret des dieux. Ouais, donc, il y a des trucs qu'on ne peut pas forcément connaître. Mais pour ma part, la France, on va dire quoi, est un allié des États-Unis. Et les États-Unis qui n'est pas forcément d'accord avec la politique de l'Ukraine. Donc, évidemment que, voilà, si on veut parler on va dire quoi, que la France est véritablement avec l'Ukraine. Je pense pas trop. Et les Américains aussi, ils taxent de la Chine. Ils disent que la Chine fait partie et est alliée avec la Russie. Mais bon, là, après, mais la Chine aussi est sortie momentanément aujourd'hui pour dire que ça, c'est pas du tout vérifié et ils sont restés neutres dans cette guerre. Est-ce que vous pensez à ça? Bon, si on veut s'en tenir des propos de la Chine, jusque-là, la Chine en réalité ne s'est pas véritablement prononcée sur cette affaire. Donc, on ne va pas dire que la Chine est véritablement impliquée dans cette affaire, vu que vous avez dit la déclaration de la Chine en disant que ils sont neutres par rapport à ça. Et jusque-là, la Chine n'a pas encore en réalité levé une seule d'alerte pour dire que nous sommes avec... voilà, donc... Effectivement, on va revenir dans la guerre en Ukraine. Mais avant tout, chers fidèles téléspectateurs, le voilà notre invité d'aujourd'hui, c'est Stéphane Massima, journaliste gabonais, qui est vraiment notre chroniqueur d'aujourd'hui en parlant de l'actualité nationale comme internationale. Mais aussi, Massima, on va parler d'une actualité récente qui est passée là-bas en Tunisie. Comment vous percevez le message de Kais Saied qui a vraiment tenu un discours déplorable de la part des Africains, mais un discours de racisme? Alors, M. Chekti, je suis autant déçu que toi aussi par rapport à cette affaire, parce que je me dis que la Tunisie n'est pas hors du continent africain. Vous pensez? Mais c'est que je me dis que en matière de culture et de réalité. Chaque pays a sa culture qu'il faut respecter. Mais on est dans un continent, je trouve ça vraiment, on va dire quoi, désolant de pouvoir tenir ce genre de propos. L'Afrique aujourd'hui a besoin on va dire, de montrer une Afrique forte, une Afrique unie. Voilà, l'unité. Voilà, merci pour le mot, une unité africaine. Alors, ce qui se passe en Tunisie, mais c'est déplorable. Vous avez des étudiants qui rentrent, vous avez des gens qui ont leur business, qui travaillent là-bas, et qui sont obligés de rentrer par rapport à cette affaire du racisme. Si ça s'est passé en Europe, on veut dire, ok, il n'y a pas de problème, parce que nous sommes en Europe, etc. Mais c'est passé en Afrique, c'est vraiment déplorable. Et pour la petite histoire, ça vous le savez même, il n'y a qu'à voir dans nos échanges au quartier avec nos frères des Afriques blanches, voilà comment on les appelle. Mais il y a toujours ces petits mots de racisme qui viennent toujours. Mais l'Afrique blanche, l'Afrique noire, ça n'est-elle pas une expression détruisante? Mais justement, ce sont ceux qui ont amené cette expression, même le fait que prendre les mots qu'ils amènent, ils sont l'Afrique blanche, d'après ce qu'ils disent. Donc, moi je suis vraiment déçu par rapport à ce qui se fait. Hier encore, j'ai regardé dans une télévision que je ne veux pas citer ici pour ne pas faire la publicité, des Africains qui étaient, qui pleuraient, qui étaient mal à l'aise, qui, d'ailleurs, même pour ceux qui sont encore en Tunisie, s'inquiètent même de leur business, de leurs études. Malheureusement, ce sont des faits que nous devons condamner avec la dernière énergie. Voilà. C'est important. Est-ce que ces propos de Kais Saied ne mettront pas fin à l'interdépendance éducative parce qu'il y a beaucoup d'étudiants là-bas? Est-ce que ça ne mettrait pas à l'interdépendance, ça ne mettrait pas fin à l'interdépendance éducative d'une manière générale? Mais évidemment, mais je pense que pour les pays comme exemple la Guinée, la Côte d'Ivoire, qui sont les principaux acteurs de cela, mettront des dispositions peut-être que de ne plus envoyer les étudiants en Tunisie.
mais également aussi pour les étudiants qui sont peut-être dans ces pays, de créer une confusion, de créer ce qu'on appelle, on va dire quoi, une guerre. Attention, ça peut créer une guerre. Mais est-ce que ça peut mener à une guerre aussi? Parce que lui, il est président qui a le pouvoir et le droit de tenir des propos selon la réalité de son pays. Bon, après, il faut reconstituer le débat. Mais ce qu'il a dit, c'est très clair aussi. Il a dit que les gens qui entrent dans mon pays d'une manière frauduleuse et informelle, vraiment, c'est ces gens-là vraiment qui augmentent sa population et qui garent son développement aussi. Oui, bon, ça, il faut aussi faire comprendre à nos frères, à nos sœurs qui partent dans les... Est-ce qu'il n'est pas qu'il est direct seulement? Il pouvait être là à faire du charabia, à tourner autour du pot. Moi, je pense que c'est un peu voilé. Parce que quand vous regardez un peu ce mandat, c'était un mandat qu'il n'a pas véritablement reçu. Aujourd'hui, l'économie de la Tunisie est en faillite. Ils sont à près de 90% des dettes. Donc, donc, quand ils voient ça, ils trouvent des astuces pour pouvoir, on va dire quoi... faire laver ce mandat, mais en réalité c'est ce qu'il faut comprendre, qu'on n'a pas besoin de ça en Afrique. Mais est-ce que ces expressions-là ne datent pas de très longtemps? Parce qu'on a tendance à entendre France dégage, France debout et consorts. Est-ce que ces propos-là, est-ce qu'il croit à ces propos? Ce n'était pas seulement une manière vraiment de vouloir vraiment faire la promotion de ces propos ou... C'est comme je vous disais, il y a deux choses. Bon, il y a deux choses. Soit c'est une stratégie pour remettre le public encore vers lui parce que il doit se reconduire. Je vois que quand vous parlez de la Tunisie, vous êtes un peu chaud. Je vais dire aux techniciens de nous donner un peu de nous allumer le clim pour qu'on soit plus aussi. Parce que je vois que... Ok, c'est bon, on peut partir. Ok, quand je disais tantôt que en réalité, le président de la Tunisie, il y a deux choses. Ok. Soit il veut, on va dire, il veut masquer cette affaire pour un second mandat, parce qu'il faut, comme je disais tantôt, qu'en réalité, lorsque le président de la Tunisie était arrivé, il avait promis un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément, réalisées. Donc, sachant des propos non tenus. Voilà. Mais il y avait un président qui disait que j'ai fait des promesses, mais j'ai pas pris la promesse de faire mes promesses. Voilà le propos des président africain. mais quand on sait que les populations maghrébiennes sont un peu plus accentuées sur ça, par rapport aux réalisations, ou encore les propos que les présidents disent autant pour moi. Et aujourd'hui, de toute manière, aujourd'hui, il faut dire que le président tunisien, je veux dire, c'est une mascarade en réalité. C'est une mascarade pour laver son mandat. Dans ce cas, que risque la Tunisie à travers ses propos, mais aussi que risquent les pays expulsés? Mais que risquent ces pays? Mais il faut rappeler la Tunisie d'abord. Pour la Tunisie, les rapports entre les autres pays africains déjà, là je pense que serait gâté. Serait gâté comme pour votre expression. Et pour ces pays, comme vous le dites, des pays comme exemple qui ont subi cela, mais ces pays ne vont plus, on va dire quoi, vont prendre leurs précautions par rapport à ces populations tunisiennes vivant dans leur territoire. Et c'est pourquoi je dis que cette affaire peut entraîner beaucoup de choses. Ah bon? Parce que pourquoi vous refusez que... je vois dans vos propos que vous pensez qu'il n'est pas du tout dans son droit semé et dans son droit de dire ce qu'il pense dans son pays. Non, il a le droit. Il a le droit de dire ce qu'il pense dans son pays. Mais il doit tenir compte... Il doit parce que ce qui a choqué les gens, c'est le discours en réalité. La manière de parler. La manière dont il a vécu le message. C'est qui a choqué. C'est frappant. Voilà. Parce que dans tout pays, on sait que les étrangers, vous devez être légal auprès de la loi. Vous devez avoir vos papiers. Maintenant, c'est le discours qu'il a tenu que les gens ont jugé inapproprié auprès des populations de notre pays. C'est là le véritable problème. Mais
dans tous les pays du monde entier, on exige que les étrangers ont des papiers. Et même pour prendre le cas du Sénégal, pour nous les étrangers, lorsqu'on vient, ben, écoutez, tu dois être en conformité avec la loi. Tu dois avoir tes papiers qui attestent et véritablement que tu es étranger. Ok. Voilà, c'est ça. Ok, c'est important. Massivement, la guerre en Ukraine, avant le début de la guerre, dans certaines villes, on notait 70% de la population. Mais à l'instant actuel, pardonnez-moi la répétition, il se retrouve avec 45%. Dans ce cas, aujourd'hui, on a noté aussi des nouveaux bombardements à l'Ukraine qui fait 6 morts, mais aussi 15% de la population centrale ont perdu l'électricité. Ce qui se passe actuellement à l'Ukraine n'est pas la goutte d'eau de trop. Bon, peut-être c'est une goutte de... Oui, parce que... Parce que le reste du pays, des continents, ont resté à bouche bée sans rien dire aussi. Ça ne montre pas la puissance du roi Poutine. Si on pourrait reformuler la question comme ça, j'espère. D'accord, oui, essayez peut-être de réformuler peut-être la question, peut-être pour mieux... Parce qu'on dit qu'il y a une croisade de bras, quoi. C'est-à-dire, les gens qu'il fallait intervenir ont resté en bouche bée. En ce qui se passe, c'est la raison pour laquelle... Non, mais monsieur Chekti, là, je suis tout d'accord avec vous. Aujourd'hui, on doit s'unir pour sauver ce pays frère. Ils sont solidaires aussi. Voilà, il faut qu'on puisse être solidaires. Après, voilà, il est vrai qu'il y a des conflits entre continents et des conflits entre pays, mais on ne va pas laisser, on va dire, des populations mourir, des populations dans la misère, dans la souffrance, par des guerres. Vous avez noté le courage de Zelensky? Pardon? Vous avez noté, comme tous, le courage de Zelensky, le président ukrainien. Oui, j'ai noté son courage véritablement. Et d'ailleurs, même le président Macky Sall a soutenu. Voilà, donc, justement. J'appelle, on va dire, à tous ces pays africains à faire également, et même les pays occidentaux, à soutenir, parce que ce qui arrive en Ukraine peut arriver à n'importe quel pays. Donc il faut absolument... Et on peut combattre ça dans l'unisson. Voilà, c'est ça. Voilà, en mettant en tête à ce que tous les pays, on va dire quoi, s'unissent pour que voilà. On a tendance à dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ouais. Est-ce que on peut, dans cette même tonalité, on peut dire que l'Ukraine est le berceau d'économie énergétique du monde? Cela parce que depuis les conflits, on note que vraiment il y a un gap d'électricité au niveau mondial. Il y a des ralentissements énergétiques partout dans le monde. Mais oui, monsieur Chekti, on peut bon, pas peut-être dire le berceau, parce que le berceau c'est un mot, c'est trop dit, mais je pense que l'Ukraine quand même en termes de comment d'électricité, etc. était un pays vraiment, on va dire quoi, en développement par rapport à d'autres pays du monde. Donc, c'est normal qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, que l'Ukraine est peut-être ce maillon fort qui détient peut-être cela. Mais de dire que le berceau, bon, je vais c'est exagérant, quoi. Voilà, je vais m'abstenir. Ok, pour terminer, qu'en pensez-vous? La guerre en Ukraine, la résolution de la guerre en Ukraine se fera dans la paix ou dans la guerre, pour vous? J'ai toujours dit, on règle les problèmes dans la paix. Vous pensez? Ah ouais. Selon Poutine, est-ce que c'est le même constat? Bon, après... Parce qu'il accuse à tous les chefs d'État. Après, je ne suis pas Poutine, mais pour ma part, on règle les problèmes dans la paix et dans la diplomatie. Okay. Donc, pour ma part, l'Ukraine devrait, en réalité, apaiser, on va dire, être un peu plus démocrate, régler les problèmes et voilà, et que tout ceci termine. Vous pensez que ça pourrait être réglé dans l'amiable? Je pense si les différentes parties s'assoient et privilégient les populations. Parce qu'en réalité, c'est les acteurs, voilà, ils s'en foutent. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens, ils ont même des moyens colossaux. Mais
ce qui subissent, ce sont les populations en réalité. Ok. Donc, ces présidents, en tout cas, ou encore ces États, doivent se mettre main dans la main pour pouvoir régler ça dans l'amiable. Massima, la voix commerciale. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Quel serait votre dernier mot? Alors, ça a été un grand plaisir même de venir sur votre beau plateau. Merci. Je suis vraiment ravi et par rapport aux échanges que nous avons échangés, ça a été un grand plaisir immense même d'échanger sur ces points qui font l'actualité en Afrique. Surtout. Véritablement, ça a été un plaisir immense pour moi. Ok. Merci, chers fidèles téléspectateurs qui nous suivez de la télévision Diamant TV. C'était votre émission Les Échos du moment. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine édition dans un nouveau numéro. Merci beaucoup.